Dans la seconde vidéo, Bruno juge le ministre de l'économie et des finances qui, depuis le début de quinquennat, était également ministre du budget, était debout, les mains liées derrière le dos, au milieu d'un jardin de taille moyenne qui devait être situé à l'arrière d'un pavillon. Le paysage alentour vallonné évoquait la Suisse normande et devait être verdoyant au printemps. Mais les arbres en cette saison étaient dénudés. On était probablement à la fin de l'automne ou au début de l'hiver. Le ministre était vêtu d'un pantalon de costume sombre et d'une chemisette blanche à manches courtes, portée sans cravate et trop légère pour la saison. Il avait la chair de poule. Dans le plan suivant, elle était vêtue d'une longue robe noire surmontée d'un capirote noir lui aussi, qui le faisait ressembler au pénitent de la semaine sainte à Séville. Ce type de coiffure avait également été porté en signe d'humiliation publique par les condamnés à mort sous l'Inquisition. Deux hommes vêtus de la même manière, à ceci près que leur capirote était trouée au niveau des yeux, le saisissait sous le bras pour l'entraîner. Arrivé au fond du jardin, il retirait brutalement son couvre-chef au ministre, qui clignait des yeux à plusieurs reprises pour se réhabituer à la lumière. Il se trouvait en bas d'une petite butte herbeuse, au sommet de laquelle s'élevait une guillotine. Le visage de Bruno juge, en découvrant l'instrument, ne laissait pas transparaître de crainte, juste une légère surprise. Pendant que l'un des deux hommes faisait s'agenouiller le ministre, positionnait sa tête dans la lunette, puis déclenchait le mécanisme de fermeture. Le second installait le couperet dans le mouton, lourde masse de fond destinée à stabiliser la chute de la lame. À l'aide d'une corde passée dans une poulie, ils remontaient ensemble le dispositif constitué du mouton et du couperet jusqu'au chapiteau. Peu à peu, Bruno Gige paraissait gagné par une grande tristesse, mais plutôt une tristesse d'ordre général. Après quelques secondes, pendant lesquelles on voyait le ministre fermer brièvement les yeux puis les rouvrir, l'un des hommes actionnait le déclic. La lame descendait en 2 ou 3 secondes. La tête était tranchée d'un seul coup. Un flot de sang jaillissait dans la bassine pendant que la tête roulait le long de la pente herbeuse avant de s'immobiliser juste en face de la caméra à quelques centimètres de l'objectif. Les yeux du ministre, grands ouverts, reflétaient maintenant une immense surprise. La fenêtre surgissante et la vidéo associée avaient envahi des sites d'information administrative tels que www.impo.gouv.fr ou www.servicepublic.fr. Bruno Juge en avait d'abord parlé à son collègue de l'Intérieur. C'était lui qui avait alerté la DGSI. On avait ensuite informé le Premier ministre. L'affaire était remontée jusqu'au président. Aucune déclaration officielle n'avait été faite à la presse. Jusqu'à présent, toutes les tentatives pour éliminer la vidéo avaient été vaines. La fenêtre réapparaissait, postée à partir d'une adresse IP différente, au bout de quelques heures, parfois de quelques minutes. Cette vidéo, reprit Fred, je peux te dire qu'on l'a regardée des heures. On l'a agrandi au maximum, surtout le plan sur le tronc décapité, au moment où le sang jaillit de la carotide. Normalement, si tu agrandis suffisamment, tu commences à voir apparaître des régularités géométriques, des microfigures artificielles. La plupart du temps, tu peux même deviner l'équation dont le mec s'est servi. Là, rien du tout. Tu peux agrandir autant que tu veux, ça reste chaotique, irrégulier, exactement comme une vraie coupure. Ça m'a tellement intrigué que j'en ai parlé à Bustamante, le patron de Digital Commando. C'est vos concurrents pourtant, non ? Oui, on est concurrents si tu veux, mais on s'entend bien, ça nous est déjà arrivé de travailler ensemble sur des films. On n'a pas exactement les mêmes domaines d'excellence, on est meilleur qu'eux sur les architectures imaginaires, la génération de foules virtuelles, etc. Mais pour tout ce qui est effets spéciaux, gore, monstres organiques, mutilations, décapitations, c'est eux les plus forts. Et Bustamante était aussi soufflé que moi. Il ne voyait absolument pas comment ça avait pu être fait. Si on avait dû témoigner sous serment devant un tribunal, et bien sûr s'il ne s'était pas agi d'un ministre, mais d'un quidam quelconque, je crois qu'on aurait jugé qu'il s'agissait d'une vraie décapitation. Un net silence s'ensuivit. Bastien dirigea son regard sur la baie vitrée, le laissa flotter à nouveau sur les énormes parallélépipèdes de verre et d'acier. Décidément, le bâtiment était impressionnant et même effrayant par temps clair. Mais c'était probablement nécessaire pour un tribunal de grande instance d'inspirer de l'effroi aux populations. La troisième vidéo, bon, tu l'as vu comme moi, poursuivit Fred, c'est un long plan en caméra porté dans des tunnels ferroviaires. Plutôt flippant avec les dominantes jaunes. La bande son, c'est du métal industriel classique, c'est de l'image de synthèse, évidemment.
Il n'existe pas de voie ferrée de 10 mètres de large, ni de motrice haute de 50 mètres. C'est bien fait, très bien fait même, c'est de la très bonne image de synthèse. Mais enfin, c'est moins bluffant que les autres vidéos. On aurait pu le faire chez Distorted. 2 semaines de boulot, je dirais. Bastien reporta son regard sur lui. Ce qui est inquiétant dans le troisième message, ce n'est pas son contenu, c'est sa diffusion. Cette fois, ils ne se sont pas attaqués à un site administratif, ils ont visé Google et Facebook. Des gens qui, en principe, ont les moyens de se défendre. Et ce qui est stupéfiant, c'est la violence et la solennité de l'attaque. À mon avis, leur botnet doit contrôler au bas mot 100 millions de machines zombies. Fred sursauta, ça lui paraissait impossible, ça n'avait rien à voir avec les ordres de grandeur qu'ils avaient connus. Je sais, poursuivit Bastien, mais les choses ont changé et dans un sens, elles sont devenues plus faciles pour les pirates. Les gens continuent à acheter un ordinateur par habitude, mais ils n'accèdent plus au réseau qu'avec leur smartphone et ils laissent leur ordinateur allumé. À l'heure actuelle dans le monde, tu as des centaines de millions, peut-être des milliards de machines à l'état dormant qui ne demandent qu'à être contrôlées par un bot. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider, Bastien. Tu m'as aidé. J'ai rendez-vous à 19h avec Paul Raison, c'est le type du ministère de l'économie. Il est au cabinet du ministre, c'est mon correspondant sur le dossier. Je sais maintenant ce que j'ai à lui dire. 1. On a affaire à une attaque perpétrée par des inconnus. 2. Ils peuvent réaliser des effets spéciaux numériques jugés impossibles par les meilleurs spécialistes du domaine. 3. La puissance de calcul qu'ils peuvent mobiliser est inouïe. Elle dépasse tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent. 4. Leurs motivations sont inconnues. Un nouveau silence s'installa entre eux. Il est comment ce Raison ? Demanda finalement Fred. Il est bien. Sérieux, pas marrant du tout, franchement austère même. Mais il est raisonnable. Il se trouve que les gens le connaissent à la DGSI. Enfin, ils se souviennent de son père. Édouard Raison. Il avait fait toute sa carrière dans la boîte. Il avait commencé dans les anciens renseignements généraux il y a presque 40 ans. Il était respecté. Il avait eu de très grosses affaires à traîner, des affaires au plus haut niveau, intéressant directement la sécurité de l'État. Bref, son fils est un peu de la maison. Ça a beau être un énarque, un inspecteur des finances, enfin le cursus habituel, il connaît la nature particulière de notre travail. Il ne nous est pas a priori.